On m'a dit que j'étais trop vieille, trop fragile, que je ne pouvais plus m'occuper de moi-même. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je ne leur servais plus à rien. Mon fils et sa femme ont décidé de mon sort, me reléguant dans un EHPAD comme on se débarrasse d'un fardeau. Mais en rangeant ma vieille vie, j'ai déterré un secret qui allait les forcer à affronter le véritable prix de leur cruelle indifférence. Avant de plonger plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et faites-nous savoir en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. On m'a dit que j'étais trop vieille, trop fragile, que je ne pouvais plus m'occuper de moi-même. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je ne leur servais plus à rien. Le salon, habituellement un havre de paix tranquille, ressemblait à une scène sous le soleil dur de l'après-midi. Des particules de poussière dansaient dans la lumière épaisse, illuminant le fauteuil usé où j'étais assise. Un projecteur sur Nicolas et Sophie en face de moi. Nicolas était assis raide sur le bord du canapé. Sa chemise impeccable ne parvenait pas à masquer la tension anormale de ses épaules. « Maman !» La voix de Nicolas était trop douce, trop récitée. Sophie et moi avons eu de nombreuses discussions au sujet de ton bien-être. Sophie hocha la tête, ses yeux fixés sur l'horloge ancienne de cheminée de Philippe. Son tic-tac régulier était devenu un compte à rebours. Chaque tic-tac faisait écho à la fin à laquelle je ne m'étais pas préparée. Nous pensons qu'il est temps pour toi d'envisager un EHPAD. Les mots ne rugirent pas. Ils tombèrent comme des pierres, chaque ondulation s'étendant, consumant la pièce inondée de soleil. Mon souffle se coupa. Un EHPAD. La phrase avait le goût de la cendre. Pas une offre délicate, mais une condamnation. Un lieu pour les rebuts, pour ceux qu'ils voulaient oublier. Mes mains, stables quelques instants auparavant, crispaient maintenant le velours usé du fauteuil, rugueux contre mes doigts, soudain tremblants. Un EHPAD ? Ma voix était à peine un murmure. Pourquoi ? Je suis capable. Je gère cette maison, je cuisine, je nettoie. Je m'occupe du rosier que Nicolas aimait tant quand il était enfant. Je cherchais dans ses yeux, plaidant pour une lueur de souvenirs. Avait-il oublié la comptable qui avait fait des doubles journées? La mère qui avait mis chaque sou dans son éducation, dans un avenir plus lumineux que le sien? Nicolas s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil à Sophie. Ce n'est pas une question de capacité, maman. C'est une question de sécurité. Cette maison est grande. Tu es seule. Et si tu tombes, si tu oublies la cuisinière? Ces mots, un flot d'inquiétude soigneusement choisi, entaillaient ma dignité. Chaque phrase était une petite coupure insidieuse, conçue pour me faire douter de ma propre indépendance. Il avait appris cela quelque part. Cette manière calme et clinique de démanteler l'esprit d'une personne. La voix de Sophie, sèche et sans émotion, trancha le silence. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Monique. C'est pour ton bien. Nous avons visité les jardins de sérénité. D'excellentes critiques. Des infirmières, 24h/24, 7/7. Tu ne serais plus seule. Seule. Le mot censé apaiser résonnait comme une cruelle ironie. J'avais mes routines, le bourdonnement d'une vie bâtie avec amour. Pourtant, face à leur froide et inébranlable conviction, j'étais terriblement solitaire. Mon esprit s'emballa, cherchant une défense, des mots qui perceraient sur leur impassibilité. Rien ne vint. Ma voix piégeait, brûlait d'une vague de douleur suffocante. L'humiliation me brûlait les joues. Ils avaient so planifié cela, discuter, décider de mon sort, sans moi. Ils avaient déjà choisi l'endroit, comme si j'étais un vieil appareil, bon pour la casse. « Oh, nous voulons juste que tu sois à l'aise, maman », répéta Nicolas, tendant la main vers la mienne. Je reculais, me retirant comme d'un fil sous tension.
Le geste semblait creux, une tentative désespérée d'amortir un coup déjà porté. À l'aise? Dans une pièce stérile? Mon passé réduit à une photographie? Mon estomac se serra. Ce n'était pas du confort, c'était du contrôle. L'ultime trahison calculée de la part des personnes à qui j'avais tout donné. Le carrelage froid sous mes pantoufles devint une dalle glacée, reflétant la peur qui rampait dans mes veines. Le tic-tac de l'horloge, maintenant assourdissant, remplissait le silence, amplifiant ma confiance brisée. Il regardait, attendant que je hoche la tête, que je me conforme, comme toujours. Mais dans ce silence angoissant, alors que leur visage restait impénétrable, quelque chose en moi se fissura. Pas brisé, mais réaligné. J'avais donné et donné. Ils avaient pris et pris. Maintenant, ils tentaient d'effacer mon existence même. Combien de fois une mère sacrifie-t-elle sa propre vie avant de réaliser qu'elle est devenue un fantôme dans sa propre histoire? L'odeur de désinfectant stérile et de linge rance remplaça le réconfort familier des roses et du vieux bois, un marqueur cruel et immédiat de ma nouvelle réalité. 2 jours seulement après l'annonce de Nicolas et Sophie, une petite camionnette blanche s'est garée dans mon allée. Je regardais de derrière les rideaux de dentelle, un fantôme dans ma propre maison, alors que 2 hommes en uniforme bleu chargeaient efficacement ma vie dans des cartons. Il n'y eut pas de fanfare, pas d'adieu de la part de Nicolas ou de Sophie. Ils avaient envoyé une infirmière, des jardins de sérénité. Une femme au visage doux nommée Léa, qui parlait à voix basse comme si j'étais déjà en train de disparaître. Elle n'arrêtait pas de tapoter mon bras. Un geste censé apaiser mais qui ne faisait qu'amplifier mon sentiment d'impuissance. Chaque carton emporté était une partie de moi, arrachée à ses amarres. Le vieux fauteuil où j'avais été assise pendant des décennies, maintenant vide, semblait retenir son souffle. Le trajet jusqu'au jardin de sérénité fut court. Pourtant, il me sembla un passage vers un autre monde. Le bâtiment lui-même était une forteresse beige et tentaculaire, ses fenêtres uniformément sombres, reflétant le ciel gris. À l'intérieur, l'air bourdonnait de la calme efficacité de la vie institutionnelle. Le bruit lointain de plateaux repas, le frottement doux de chaussures à semelles de caoutchouc sur les sols cirés, un léger murmure de voix provenant d'une salle commune. Ma nouvelle chambre était petite. Un lit simple, une commode, une petite fenêtre froide, donnant sur une pelouse parfaitement entretenue, qui me semblait totalement étrangère. Pas de roseraie, juste des rangées soignées de buissons taillés. « Nous y sommes, Monique », dit Léa, sa voix lumineuse, presque forcée. « Ton nouveau chez toi. » Elle désigna l'espace vide comme si c'était un palais somptueux. Je me tenais au centre de la pièce, ma petite valise à mes pieds, le seul objet personnel qu'il m'avait permis d'apporter immédiatement. Le silence m'oppressait, plus lourd que tout ce que j'avais connu dans ma propre maison. Ici, c'était le silence des vies oubliées, des jours vides s'étendant à l'infini. Je sentis un œuf froid se serrer dans mon estomac. C'était ça. C'était là que j'allais lentement disparaître. Les premiers jours se sont fondus dans un rythme monotone de repas insipides, de socialisation forcée et de la surveillance constante, subtile, du personnel. Chaque moment semblait prescrit, chaque choix supprimé. Je voyais d'autres résidents, certains perdus dans leur propre monde, d'autres fixant le téléviseur d'un regard vide. Leurs yeux reflétant le vide profond que je ressentais en moi. Était-ce mon avenir ? M'asseoir, attendre, être lentement, poliment, éteinte. La pensée était un écho glaçant dans les chambres creuses de mon cœur. Nicolas et Sophie ont appelé une fois. Une conversation tendue et brève qui n'offrait aucun réconfort réel. Seulement des questions superficielles sur mon adaptation. Ils ne sont pas venus me rendre visite.
Les lys que Nicolas avait apportées chez moi devaient flétrir maintenant, symbole approprié de leur geste creux. Un après-midi, un chariot est arrivé devant ma porte, débordant de cartons. Mes affaires. Une vague d'émotions inattendues m'envahit. Non pas de la joie, mais une profonde, lancinante tristesse. C'étaient les vestiges de ma vie, jetés ici sans cérémonie. Je regardais les aides-soignants les empiler contre le mur, impersonnels et efficaces. Parmi eux se trouvait une boîte en bois antique, pas grande, mais lourde, ses fermoirs en laiton luisant faiblement. Philippe me l'avait offerte pour notre 5e anniversaire, une boîte à babioles. Il l'avait appelée. Je n'avais pas pensé à la porter dans ma petite valise. Avec un étrange mélange d'appréhension et de nostalgie, je commençais à déballer. Chaque objet était un souvenir, un murmure d'une vie qui me semblait désormais d'une distance insoutenable. Une ancienne photo de Philippe et moi, le jour de notre mariage, son sourire large, ma main dans la sienne, une fiche de recette fanée de sa tarte aux pommes préférée, écrite de la main élégante de ma mère. Et puis, tout au fond d'une boîte remplie de vieux foulards et de babioles oubliées, mes doigts frôlèrent à la surface lisse et fraîche de la boîte en bois. Je la sortis, la posant délicatement sur la petite commode. Son poids familier dans mes mains était une petite encre dans les eaux turbulentes de mon désespoir. Je passais mon pouce sur les sculptures complexes de son couvercle, me souvenant du sourire fier de Philippe lorsqu'il me l'avait tendu. « Pour tes secrets, mon amour », avait-il murmuré. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. Les souvenirs qu'elle contenait étaient trop précieux, trop douloureux. Mais maintenant, dans cette pièce austère et impersonnelle, une envie soudaine et désespérée me poussa. Je déverrouillai les fermoirs en laiton, le léger clic résonnant dans la pièce silencieuse. À l'intérieur, niché parmi la lavande séchée et quelques vieilles lettres, se trouvait un petit parchemin roulé serré. Il était jauni par le temps, cassant au toucher. Mon cœur fit un drôle de soubresaut. Je le déroulai avec précaution, le papier crépitant doucement. C'était une carte. Pas une carte grandiose et détaillée d'une ville ou d'un pays, mais une esquisse grossière, dessinée à la main, marquée de symboles et de quelques mots effacés. Le vieux saule, la crête du Nord, ruisseau de la griffe de l'ours, et gribouillé dans le coin inférieur, une seule phrase indéniable. Mine d'or, ma propre écriture d'il y a des décennies. Je m'en souvins alors, une folle aventure d'enfance, une journée passée à jouer au prospecteur dans les bois derrière la vieille ferme de mes grands-parents. Nous avions trouvé une lueur de quelque chose, brillante et métallique. Et dans notre enthousiasme juvénile, nous nous étions convaincus que c'était de l'or. J'avais dessiné cette carte, une carte au trésor enfantine. Je le remis dans la boîte, un fantôme de sourire effleurant mes lèvres. Nicolas et Sophie pensaient tout savoir de moi, de ma vie. Ils pensaient que j'étais vieille, inutile, que mon monde se réduisait aux 4 murs de cette pièce. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que certains secrets, comme des graines, dormaient pendant des décennies, attendant le bon moment pour éclore. Et cette petite carte oubliée allait tout changer. Pourrait-il jamais imaginer ce qu'un simple bout de papier pouvait déclencher ? La carte reposait dans ma main tremblante. Non pas le fantasme d'enfant oublié, mais une étincelle soudaine, bouleversante, dans le silence étouffant de ma chambre. Je fixais le parchemin jauni, les lignes grossières et les mots effacés. Le vieux saule, la crête du Nord, ruisseau de la griffe de l'ours, ramenant un flot de souvenirs d'il y a des décennies. J'avais à peine 10 ans. Philippe n'était pas encore dans le tableau. Mon grand-père, un homme qui voyait toujours l'aventure dans le quotidien, m'avait emmené dans les bois derrière sa vieille ferme. Nous avions trouvé une petite veine de quelque chose qui brillait
un éclat métallique dans la terre humide. Dans mon émerveillement enfantin, j'avais déclaré que c'était une mine d'or. Grand-père m'avait laissé faire, me laissant esquisser cette carte, promettant que c'était notre trésor secret. Je me souvenais du frisson, de la croyance naïve que la richesse pouvait être trouvée simplement en déterrant un peu de roche scintillante. Ce n'avait en eau que cela, un doux, innocent souvenir, un jeu d'enfant. Je traçais l'encre fanée, un fantôme d'un sourire effleurant mes lèvres, puis s'évanouissant. Cette carte, ce vestige d'un temps plus simple, n'avait pas sa place dans les confins stériles et climatisés des jardins de sérénité. C'était un fragment d'une vie qui me semblait complètement coupée. Je fermais les yeux, le poids de ma nouvelle réalité qui s'imposait. Mais tandis que j'étais assise là, la carte toujours dans ma main, un autre type de souvenir refit surface. Non pas de mon enfance, mais des fragments de conversation, des chuchotements de Nicolas et Sophie, leur entreprise en difficulté, les appels discrets de Nicolas concernant les pertes croissantes, les phrases inquiètes de Sophie à propos des prêts bancaires, leur entreprise de fabrication de haute technologie, celle que Philippe avait aidé Nicolas à démarrer, chancelait au bord du gouffre. Ils avaient toujours été vagues sur les détails, mais j'en savais assez pour reconstituer leur désespoir. Nicolas, dans un rare moment de vulnérabilité, avait une fois mentionné qu'il peinait à s'approvisionner en matières premières obscures, quelque chose concernant les circuits et l'électronique de pointe. Il avait même remarqué nonchalamment à quel point il était difficile de rivaliser avec les fournisseurs étrangers pour ces composants spécialisés. Il ne savait pas que je me souvenais. J'ai toujours écouté, même quand il pensait être le contraire. Mes yeux s'ouvrirent en grand, retournant à la carte. Mine d'or. Les mots scintillaient soudain d'une nouvelle possibilité inquiétante. Et si l'or n'était pas de l'or du tout? La zone autour de la ferme de mon grand-père, toute cette région, avait fait l'objet d'importantes études géologiques les années suivantes. Je me souvenais de brèves nouvelles, de rumeurs locales sur de nouvelles découvertes minérales. Pas de l'or, mais autre chose. Des minéraux de terre rares, essentiels pour la technologie moderne. Semi-conducteurs, électroniques, les composants même dont l'entreprise de Nicolas avait désespérément besoin. Un frisson, non de froid, mais d'une étrange et puissante excitation me parcourut l'échine. Le rêve naïf d'enfant se mua en une réalisation aiguë, calculée. Cette mine d'or n'était pas qu'une relique nostalgique, c'était une solution potentielle, une veine cachée de quelque chose de vraiment précieux qui pourrait sauver ou ruiner tout leur avenir. Ils me pensaient un fardeau, une vieille femme inutile bonne pour l'oubli tranquille d'un Eshpad. Ils n'avaient aucune idée que la chose même qu'ils désiraient, la réponse à leurs maux financiers croissants, pourrait être liée à un secret que j'avais porté sans le savoir pendant des décennies. La pensée était enivrante, un fruit défendu offert à une femme affamée de pouvoir. Mon esprit, d'ordinaire encombré d'angoisse liée à mon nouvel environnement, s'aiguisa. L'air stérile de la pièce, le bourdonnement lointain du poste infirmier, s'estompait en arrière-plan. Tout ce qui importait était la carte et la connaissance qu'elle représentait désormais. Il ne s'agissait pas de simple vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de leur apprendre que la vraie valeur ne réside pas dans le fait de jeter ceux qui ont tout donné, mais dans la reconnaissance des forces cachées en eux. Un sourire tranquille, presque imperceptible, effleura mes lèvres. Nicolas et Sophie, consumés par leurs propres angoisses financières, seraient désespérés. L'attrait de la richesse, même chuchoté, les tirerait de leur égocentrisme. Ils abandonneraient leur négligence désinvolte. Cette petite carte, un jeu d'enfant,
était sur le point de devenir mon arme ultime. Je pliai la carte avec soin, la remettant dans la boîte antique. Je n'étais pas seulement une vieille femme attendant de s'éteindre. J'étais la gardienne d'un secret. Un secret qui pourrait soit sauver leur héritage, soit exposer leur cupidité aux yeux du monde entier. Et ils ne le verraient pas venir. Comment trouver le courage de jouer un jeu auquel on n'a jamais su qu'on participait, surtout quand l'enjeu est votre dignité? La boîte antique, nichée sous mon oreiller, semblait un cœur silencieux et palpitant, abritant le secret qui nourrissait désormais chacun de mes souffles. Les jours au jardin de sérénité, autrefois un flou monotone, s'aiguisèrent en une scène où je pouvais observer, calculer et enfin agir. Le personnel se déplaçait toujours de ses pas discrètes et efficaces. Les autres résidents continuaient à suivre leur routine, mais ma perception avait changé. Ma petite chambre, autrefois une prison, devint un poste stratégique. La carte, soigneusement pliée, était mon plan de bataille. C'était un mardi que Nicolas et Sophie appelèrent enfin. Pas une visite, bien sûr, mais un appel du bureau de Nicolas. Le téléphone vibra sur la table de chevet, sa sonnerie synthétique un contraste discordant avec le discret bourdonnement de l'établissement. Je le laissai sonner 2 fois avant de décrocher. Un petit délai presque imperceptible. « Allô ?» Ma voix, calme et assurée, me surprit moi-même. « Maman ? Bien, tu as décroché. » La voix de Nicolas, légèrement déformée par le téléphone, portait une pointe d'impatiente. « Je prends juste des nouvelles. Comment ça va ? Tu t'installes bien ? » Les politesses superficielles habituelles, livrées comme une liste de contrôle. La voix de Sophie était un faible écho en arrière-plan, probablement en train de faire plusieurs choses à la fois, son attention ailleurs. « Oh, je vais bien, Nicolas, » répondis-je, une légèreté dans le ton qui était entièrement nouvelle. « Très bien même. En fait, j'ai fait un peu de tri. Je suis passée en revue de vieilles choses. Tu sais, pour désencombrer. » Je fis une pause, laissant les mots en suspens. J'ai trouvé cette vieille boîte en bois que ton père m'a donnée. Celle avec les sculptures. Un temps de silence. Puis la voix de Nicolas, un peu plus attentive. « Oh, ce vieux truc, qu'est-ce que tu y as trouvé ? Encore les vieilles amdailles militaires de papa ?» Il était déjà en train de le rejeter, l'associant à la sentimentalité, pas à la substance. C'était mon ouverture. « Non, pas des médailles cette fois-ci, » dis-je, une douceur délibérée dans ma voix. « Quelque chose d'inattendu. Une carte, en fait. Une très vieille carte. Je l'avais presque oubliée, de quand j'étais petite fille, jouant dans les bois derrière la ferme de grand-père. Je laissais échapper un soupir doux et nostalgique, comme si j'étais perdue dans un doux souvenir. C'était notre petit secret. Nous pensions avoir trouvé une mine d'or. Il y eut un net changement du côté de Nicolas. Une pause, plus longue cette fois, dénuée de son énergie pressée habituelle. Je pouvais presque l'imaginer, faisant une pause au milieu d'un email, les sourcils froncés. « Une mine d'or, maman. Tu te sens bien ? » Tu sais, ces vieilles fantaisies d'enfance. Son ton était toujours dédaigneux, mais empreint d'un nouveau fil subtil de curiosité. Sophie, à présent, semblait avoir cessé ses murmures en arrière-plan. « Oh, parfaitement bien, mon chéri. Mon esprit n'a jamais été aussi clair, » l'assurai-je, laissant échapper un léger rire. Juste un souvenir d'enfance un peu fou. Mais c'était toute une aventure à l'époque. Nous y croyions vraiment. J'en restais là, une graine plantée, un soupçon de quelque chose d'intrigant mais facilement écarté, comme la lubie d'une vieille femme. « Bon, je voulais juste te saluer. Dis à Sophie que je l'embrasse. »« Oui, toi aussi, maman. Je lui dirai. Contente d'avoir de tes nouvelles. » La ligne coupa. Je reposai le téléphone, un lent sourire se répandant sur mon visage. Il avait mordu à l'hameçon.
Pas entièrement, pas encore. Mais la graine était là, arrosée par sa cupidité inhérente, sa recherche désespérée de solutions à leur situation financière difficile. Les jours suivants, je devins une observatrice silencieuse. Je guettais le moindre changement dans leurs habitudes, la moindre nouvelle question lorsqu'ils appelaient. Les appels de Nicolas, autrefois superficiels, portaient désormais un nouveau sous-entendu, presque imperceptible. Il abordait son entreprise, non pas directement, mais par des plaintes voilées concernant les pénuries sur le marché, les chaînes d'approvisionnement impossibles et la concurrence féroce pour les matériaux rares. Il préparait le terrain, sondait. Un après-midi, une semaine après mon premier indice, Sophie appela. Sa voix d'ordinaire si coupante et précise était inhabituellement chaleureuse. « Monique, ma chère, je voulais juste voir comment tu t'installais vraiment. Nicolas et moi étions si inquiets. » Inquiets. Le mot sonnait faux. « Et tu as mentionné une carte ? De la ferme de ton grand-père ? Cela semble assez charmant. » Son ton désinvolte ne pouvait masquer l'enquête calculée. Elle sondait le terrain. « Oh, ça l'est, Sophie !» fredonnai-je, esquissant nonchalamment sur un bloc-notes. « Juste un petit dessin pittoresque. Rien d'important. Vraiment. Une fantaisie d'enfant. Tu sais comment sont les enfants ? Ils trouvent des trésors dans chaque caillou brillant. » Je minimisais le or, la laissant faire travailler son imagination. La beauté de leur cupidité était sa nature illimitée. Ils rempliraient eux-mêmes les blancs. « D'accord, » dit Sophie, une légère hésitation dans sa voix. « Mais une mine, tu as dit ? La ferme de ton grand-père. Cette zone n'a-t-elle pas été développée plus tard ? Peut-être de vieilles histoires de famille se sont-elles transmises ? » Elle insista, doucement, sondant le terrain. « Bon sang, je ne saurais dire, ma chère. J'étais juste une enfant. Tout ce dont je me souviens, c'est l'excitation de découvrir quelque chose de scintillant, » répondis-je, mon ton léger. J'entendais presque les rouages tourner dans son esprit, le calcul du potentiel contre l'effort. Pourtant, cela me rappelle à quel point les gens étaient ingénieux autrefois. Pas comme maintenant, où tout le monde a du mal à trouver ce dont il a besoin pour ses affaires. Je laissais cette dernière phrase en suspens, un subtil trait visant leurs difficultés financières notoires. Les appels continuèrent, devenant plus fréquents, leur ton de plus en plus empressé. Nicolas m'apporta une petite boîte de chocolat coûteux. Un geste presque inouï. Sophie envoya une carte attentionnée. Ils n'avaient toujours pas rendu visite, mais leur voix, autrefois distante, bourdonnait maintenant d'une chaleur artificielle, d'une attention forcée. Ils rôdaient, leur faim pour ce qu'ils croyaient caché devenant palpable. C'était magnifique à observer, ce lent dévoilement de leur véritable motif, leur intérêt personnel fleurissant au grand jour. Dans quelle mesure la promesse de richesse les ferait-elle changer ? Et jusqu'où iraient-ils pour découvrir une vérité qu'ils croyaient incapables de résoudre tous leurs problèmes ? Ils pensaient que quelques sourires forcés et des cadeaux symboliques déverrouilleraient mes secrets. Mais je savais que leur attention soudaine n'était que le reflet de leur propre avidité dans l'or que je murmurais. Les jours au jardin de sérénité se transformèrent d'une salle d'attente assourdie en un astucieux échiquier. Nicolas et Sophie, autrefois satisfaits d'appels téléphoniques superficiels, firent désormais des visites hebdomadaires. Leurs visages, autrefois marqués par une pitié dédaigneuse, affichaient maintenant une joie avide, presque prédatrice. Ils apportèrent de petits bouquets, des boîtes de chocolat gourmand, même un nouveau châle en cachemire que Sophie insista pour que j'aie. Chaque geste, aussi grand fût-il, semblait transactionnel, une tentative à peine voilée de sonder. « Maman, cet établissement est tout simplement charmant.
gazouilla Sophie un après-midi, ses yeux balayant ma petite chambre comme à la recherche de compartiments secrets. Elle se percha sur le bord de la chaise visiteur, son sac à main de marque serré sur ses genoux. « Si paisible. Tu aimes le loto ? Nicolas et moi disions justement que c'est si important, que tu sois heureuse ici. Oh, je suis parfaitement contente, ma chère. » Répondis-je, sirotant mon thé, mon regard stable. Beaucoup de temps pour réfléchir et pour se souvenir. Je fis une pause, laissant le mot « souvenir » planer dans l'air, comme un appât délicat. C'est amusant, les choses qui vous reviennent quand vous n'avez que du temps. Comme cette vieille ferme. Grand-père était si convaincu que nous avions trouvé quelque chose d'extraordinaire dans ces bois. Nicolas, faisant les 100 pas près de la fenêtre, s'arrêta brusquement. Ses épaules se raidirent. « Exact, là. La mine d'or, maman. Tu l'as mentionné. D'autres détails sont-ils remontés à la surface par hasard ? » Juste par curiosité, sa voix était soigneusement décontractée. Mais ses jointures étaient blanches, là où il serrait son téléphone. Je souris, une courbe lente, presque imperceptible de mes lèvres. Oh, juste des fragments, Nicolas. Des éclairs. En fait, je me souviens que grand-père avait toujours une façon particulière de parler de la Terre, des veines géologiques. Il disait « Monique, la Terre parle en énigmes, mais parfois, si on écoute attentivement, elle livre ses secrets. » Il était assez excentrique, que Dieu le bénisse. Je remuais mon thé, leur donnant un moment pour digérer ça. Je me souviens de quelque chose à propos d'un type spécifique de roche rougeâtre, près de l'endroit où le ruisseau de la griffe de l'ours fait un coude prononcé. Il disait que c'était un bon indicateur. Sophie griffonna quelque chose sur un petit bloc-notes qu'elle sortit de son sac. Son front se plissa de concentration. Roche rougeâtre, coude du ruisseau de la griffe de l'ours. Compris. Elle leva les yeux, son sourire forcé de retour. « Tu es juste pleine d'histoires fascinantes, Monique. Tant d'histoires. »« En effet, acquiesçai-je, mes yeux pétillants. Et certaines histoires, semble-t-il, ont une façon de se répéter. Ou de se révéler quand on s'y attend le moins. » Je laissais le double sens planer, regardant leurs yeux briller d'un mélange d'espoir et de frustration. Ils voulaient des coordonnées précises, mais je ne leur donnerais que des murmures, des énigmes. Au cours des 2 semaines suivantes, leurs visites s'intensifièrent. Nicolas commença à venir seul parfois, apportant du café à emporter, essayant de m'engager dans des discussions d'homme à homme sur les pressions des affaires. À quel point leur entreprise était proche d'une percée s'ils pouvaient seulement obtenir certains matériaux. Ils laissaient tomber des indices sur leurs difficultés financières désastreuses, jouant la victime, espérant toucher ma vieille corde sensible maternelle. « Maman, le stress est incroyable. Nous sommes au bord du gouffre. Une bonne piste pourrait tout changer. » J'écoutais, hochant la tête avec sympathie, offrant des encouragements vagues. « Cela semble très difficile, Nicolas. Les affaires peuvent être si impitoyables. Pourtant, tu es un jeune homme ingénieux. Je suis sûre que tu trouveras ce dont tu as besoin. Tu te souviens ce que grand-père disait toujours à propos de la patience ? » Puis, j'offrais une autre petite miette trompeuse. Il ramassait de petits cailloux étranges, lisses, presque noirs, près de ce vieux chêne qui ressemble à un géant penché. Il disait qu'ils avaient une certaine sensation. Je connaissais ce vieux chêne. Il était à des kilomètres de la veine réelle, un repère au bord de la propriété, qui ne menait nulle part d'important. Les cailloux, juste des pierres de rivière ordinaire. Mais dans leur esprit, désespérés d'une carte au trésor, ces détails sans importance devinrent des indices vitaux. Je les imaginais là-bas dans les bois dont ils n'avaient plus eu cure depuis l'enfance, creusant les lits de ruisseaux boueux,
et tamisant la terre meuble, poussée par l'attrait de mon or, chuchoté. C'était une froide satisfaction, les regardant s'agiter, leur cupidité étant désormais leur phare. Chaque sourire forcé, chaque question désespérée était un témoignage du pouvoir d'un secret qu'ils pensaient pouvoir exploiter, mais que je contrôlais méticuleusement. Combien de temps pourrait-il chasser un fantôme? Et que deviendrait-il quand ils réaliseraient enfin la vraie nature de leur quête? Leur masque d'inquiétude ne s'était pas juste fissuré. Il s'était brisé, révélant la faim brute et hideuse qui couvait en dessous et qui bouillonnait maintenant. L'air dans ma petite chambre, au jardin de sérénité, habituellement empli de quiétude, vibrait à présent de leur agitation à peine contenue. Les visites hebdomadaires de Nicolas et Sophie, autrefois teintées d'une affection feinte, s'étaient transformées en interrogatoires. Les chocolats coûteux et les châles de cachemire étaient de lointains souvenirs, remplacés par des questions sèches et des regards qui ne cherchaient plus le charme, mais l'emplacement exact du trésor que je, croyait-il, leur retenait obstinément. « Maman, ce n'est pas un jeu !» claqua Nicolas, sa voix acérée, dénuée de tout semblant de sollicitude. Il était un animal en cage, arpentant mon petit espace, ses mocassins coûteux frottant rythmiquement sur le linoléum poli. Son téléphone, extension constante de sa main, vibrait d'appels inaudibles, chaque vibration un écho tangible de son stress financier croissant. Nous sommes allés 3 fois sur cette vieille propriété, le ruisseau, le vieux chêne. Nous n'avons trouvé que de la boue, des herbes folles et quelques canettes rouillées. Sa mâchoire était serrée, une veine pulsait légèrement dans sa tempe. Sophie était assise raide sur la chaise d'invité, ses bras croisés sur sa poitrine comme un bouclier. Une moue sombre défigurant son visage d'ordinaire, si composé. Son maquillage méticuleusement appliqué semblait glisser, révélant de fines lignes de fatigue et de frustration. La façade charmante s'était complètement effondrée. « Patience, mon chéri », murmurai-je, ma voix un contraste délibéré, presque apaisant, à leur tension croissante. Je continuais à plier une écharpe fraîchement lavée, mes mouvements lents et précis, savourant l'irritation visible que mon calme leur causait. Certains trésors ne sont pas faciles à trouver. La terre garde ses secrets. N'est-ce pas des secrets? Ou une chasse au trésor vaine? La voix de Sophie fut un claquement de fouet, déchirant l'air ténu. Elle se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant, fixés sur les miens, avec une intensité qui frisait l'accusation. « Est-ce que tu te réjouis de ça, Monique? Nous regarder courir partout, espérant quelque chose que tu sais ne pas exister? Nous faire passer pour des idiots ?» L'accusation brute dans son ton était une revanche. Il croyait vraiment que je faisais cela par malice, plutôt que dans un but plus profond. Un sourire discret, presque imperceptible, effleura mes lèvres. « Mais pourquoi ferais-je cela, Sophie ? J'ai simplement partagé un souvenir d'enfance. Une petite aventure que ton beau-père et moi avons vécue. Un récit de découverte juvénile. » Je laissa échapper un soupir doux, presque innocent, comme si je me remémorais. Si vous choisissez d'y investir votre temps, si vous choisissez de croire aux histoires d'enfance, c'est entièrement votre décision. J'ai simplement peint un tableau, mes chers. Mes mots, bien que simples, étaient empreints d'un calme glacial qui sembla les irriter davantage, leur frustration montant visiblement. Ils haïssaient mon contrôle, mon absence de désespoir. Nicolas cessa brusquement de faire les 100 pas, se plantant directement devant moi, sa haute silhouette projetant une longue ombre sur mes genoux. Ses yeux, habituellement vifs et calculateurs, étaient maintenant grands ouverts, emplis d'une supplication désespérée. « Maman, s'il te plaît, notre entreprise est en train de mourir.
Tu le sais, nous perdons de l'argent. Nous avons besoin d'un coup de pouce. Nous avons besoin de quelque chose de grand, de réel. S'il y a la moindre vérité là-dedans, la moindre information tangible au-delà des roches rougeâtres et des cailloux noirs, tu dois nous le dire. Maintenant, sa voix tomba en un grognement bas et urgent, teinté d'un désespoir que je ne lui avais pas entendu depuis ses années d'université, quand il quémandait de l'argent pour ses études. Bordel, ne joue pas avec nous, maman. Pas maintenant. Nous avons dépassé ce stade. Je rencontrai son regard directement, mes yeux inébranlables. La peur dans ses yeux était palpable, une peur froide et désespérée. Mais elle était éclipsée par une avidité dévorante, presque terrifiante. C'était le moment. C'était le sommet. Leur désespoir avait arraché la moindre parcelle de civilité, révélant l'avarice nue en dessous. Peut-être, dis-je doucement, ma voix à peine un murmure. Pourtant, elle sembla résonner dans le silence lourd. La valeur n'est pas dans ce que vous vous attendez à trouver, mais dans ce qu'elle est vraiment. Parfois, les plus grands trésors sont cachés à la vue de tous, si l'on a seulement des yeux pour voir. Leurs visages, tordus par un mélange de confusion et d'avidité intensifiée, se braquèrent sur le mien. Ils étaient si près de craquer, si désespérément en quête de la réponse qu'ils croyaient que je détenais. La pièce était lourde de demandes inexprimées, une bataille silencieuse de volonté. Ils m'avaient jeté comme un fardeau, puis avaient cherché à m'exploiter comme une ressource. Maintenant, ils imploraient pratiquement une aumône, déguisée en secret perdu depuis longtemps. C'était un miroir tendu à leurs propres âmes, reflétant une laideur qu'ils refusaient de reconnaître. Ils désiraient l'or, la solution facile, mais ils n'avaient aucune idée que le véritable trésor était la leçon profonde, bouleversante, qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Que se passe-t-il lorsque la vérité que vous livrez est bien plus précieuse que le mensonge auquel quelqu'un croyait, mais pas de la manière dont il l'avait jamais imaginé? Leurs supplications désespérées planaient lourdement dans l'air, une dernière demande suffocante pour le or qu'ils convoitaient. Mais je détenais la vraie réponse, bien plus précieuse et absolument inattendue. Nicolas se pencha, le visage tordu. « Maman, s'il te plaît, plus d'énigmes, dis-nous juste, où est-ce? Où est la vraie mine ?» Sophie, d'ordinaire si posée, se tordait les mains, les yeux écarquillés d'une anticipation frénétique qui frôlait la folie. « Nous perdons tout, Monique. Tu dois nous le dire. » Le désespoir était une puanteur dans la pièce, une faim brute et laide. Je rencontrais leur regard frénétique, mes propres yeux calmes, stables. Je tendis la main sous mon oreiller, en sortant la boîte en bois antique. Les fermoirs en laiton scintillaient sous la lumière fluorescente de la pièce. Leurs yeux se fixèrent dessus, tremblant d'une avarice à peine contenue. Je l'ouvris lentement, délibérément, le doux craquement du couvercle faisant écho à la tension dans la pièce. Puis, j'en tirai la carte jaunie, dessinée à la main. « La voici », dis-je, ma voix basse, mais perçant à travers leur clameur désespérée. Je la leur tendis, non pour qu'ils la prennent, mais pour qu'ils la voient. La mine d'or. Elle est exactement là où je vous l'ai dit, près du ruisseau de la griffe de l'ours, près du grand chêne penché, là où apparaît la roche rougeâtre. Nicolas s'empara de la carte, ses doigts déchirant légèrement le parchemin fragile. Il la plissa des yeux, puis me regarda, la confusion le disputant à la frustration. « Ce n'est le même dessin enfantin. Maman, nous avons besoin de réponses, pas de contes de fées. » Sophie grogna, se détournant avec dégoût. « C'est fou! Tu joues avec nous, Monique ?» Je souris, une courbe froide et avertie de mes lèvres. « Oh, ce n'est pas un conte de fées, mes chers. Et je ne joue à aucun jeu.
L'or n'a jamais été le but. Pas littéralement. Je les observais, la confusion s'approfondissant, puis le premier signe d'irritation. Réfléchis, Nicolas. Pense à ce dont ton entreprise a vraiment besoin. Ces matériaux rares, ceux pour votre fabrication de haute technologie, ce minéral de terre rare obscur, que vous ne pouvez pas vous procurer. Nicolas se figea. Ses yeux, initialement voilés de frustration, s'écarquillèrent, une putain d'horreur naissante remplaçant lentement la colère. Sophie se retourna brusquement, la mâchoire tombante. « La mine ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Exactement, » affirmai-je, ma voix gagnant en force. Chaque mot un coup de marteau. La mine d'or. Elle contient un vaste gisement de minéral de terre rare. Pas littéralement de l'or, non, mais bien plus précieux pour votre entreprise en difficulté. Une solution à tous vos problèmes financiers, cachée à la vue de tous. Comme je l'ai dit, l'air quitta la pièce, le visage de Nicolas se vida de toutes couleurs. La carte tombant inutilement de sa main sur le sol en linoléum. Sophie recula en trébuchant, pressant une main sur sa bouche, ses yeux fixés sur moi, non pas avec avidité, mais avec choc et une putain de terrible réalisation. Ils avaient été tellement consumés par l'idée de l'or qu'ils avaient manqué le vrai trésor salvateur, aveuglés par leur propre perception égoïste. La honte silencieuse dans leurs yeux était plus puissante que n'importe quel cri, et pour la première fois, ils ne virent pas un fardeau, mais la femme qui tenait tout leur avenir entre ses mains. Quel prix payons-nous lorsque notre avidité nous aveugle aux réponses mêmes que nous cherchons? Et comment confrontons-nous réellement la laideur que nous trouvons en nous-mêmes? Le silence dans ma chambre, d'ordinaire un réconfort, vibrait maintenant des nerfs à vif et à découvert de Nicolas et Sophie, leurs supplications désespérées pour l'or brisé par la vérité d'un trésor différent, bien plus profond. Nicolas resta figé, la carte déchirée flottant sur le linoléum, son visage une toile d'incrédulité, puis d'une reconnaissance écœurante. Putain. Sophie, la main toujours serrée sur sa bouche, vacillait légèrement, comme si l'air même avait été aspiré de ses poumons. Leurs yeux, autrefois flamboyants d'avarice, portaient maintenant une clarté désolée et effrayante. Un minéral de terre rare? Nicolas finit par étouffer, sa voix mince, presque méconnaissable. Mais la mine d'or, maman, tu as dit... Il fit un geste faible vers la carte froissée au sol, comme s'il essayait de saisir l'illusion brisée. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, chacun lourd du poids de sa propre cécité. J'ai dit « mine d'or », corrigeai-je doucement, ma voix calme mais inébranlable, parce que c'est ce qu'un cœur d'enfant excité a vu il y a des décennies, et parce que je savais que c'était le seul mot qui percerait vos... préoccupation. Votre entreprise, Nicolas, a perdu des sommes folles à essayer de trouver ces mêmes composants, n'est-ce pas? Ces matières premières obscures dont vous vous plaignez depuis des mois, ces chaînes d'approvisionnement impossibles. Je vis ses yeux se plisser, les derniers vestiges de déni s'effondrant sous la vérité froide et indéniable. La supplication murmurée de Sophie était à peine audible. Nous avons dépensé une fortune à chercher rien d'autre que de la boue et de vieux cailloux. Nous avons presque mis le reste de notre capital à obtenir un prêt pour des fournisseurs étrangers, pour ce minéral précis. Et il était là, sous notre nez. Depuis le début, sa voix se brisa. Non pas de colère maintenant, mais du choc profond de l'occasion perdue, de leur propre folie monumentale. Il a toujours été là, confirmai-je, mon regard balayant l'espace entre eux, tout comme j'ai toujours été là, à attendre, à donner. Et vous étiez tellement occupés à chercher l'éclat de ce que vous pensiez être précieux,
que vous avez manqué la vraie richesse, les vraies solutions, le fondement même de votre héritage. Mes mots n'étaient pas un coup de fouet, mais un miroir, les forçant à affronter la laideur de leur avidité et de leur négligence. Vous étiez prêt à me jeter, tout comme vous étiez prêt à ignorer la chose même qui pouvait vous sauver, parce qu'aucun des deux ne correspondait parfaitement à votre définition étroite de la valeur. Nicolas s'agenouilla lentement, ramassant la carte. Ses doigts tracèrent les lignes estompées, mais cette fois, il ne vit pas une fantaisie d'enfant, mais le plan de son avenir. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de frustration, mais d'une honte profonde et déchirante. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Nous étions tellement pris, tellement désespérés. Nous ne t'avons pas vu. Nous n'avons vu qu'un problème, un fardeau. » Sa voix était rauque, dépouillée de toute prétention. Sophie, des larmes traçant silencieusement des chemins à travers son maquillage, hocha la tête, incapable de parler, le poids de leur trahison l'étouffant. « Non, corrigeai-je doucement, ma voix ferme. Vous avez vu ce que vous avez choisi de voir. Tout comme je me suis laissé être perçue comme un fardeau pendant trop longtemps. Je fis une pause, laissant les mots s'enfoncer. Il ne s'agissait pas seulement du minéral. Il s'agissait de changer toute la base de notre relation. Maintenant, nous avons un choix. Vous pouvez continuer à me voir comme la vieille femme que vous avez essayé d'enfermer. Ou vous pouvez me voir comme la femme qui vient de vous donner la clé de votre avenir. Le or est là, mais sa vraie valeur réside dans la façon dont nous l'utilisons. Ensemble. Une semaine passa, une négociation lourde et silencieuse menée non par des mots, mais par des actions. Nicolas et Sophie revinrent, non pas avec des cadeaux, mais avec un classeur épais de rapports géologiques qu'ils avaient hâtivement commandés, confirmant les gisements de minéraux de terres rares. Ils me parlèrent avec un respect nouveau, une déférence discrète qui était surprenante. « Maman !» commença Nicolas, un après-midi, sa voix basse, sincère. Il se tenait près de ma fenêtre, ne faisant plus les 100 pas, mais immobile, presque hésitant. Sophie était assise à côté de moi, sa main posée légèrement, timidement, sur mon bras. Nous avons eu une équipe sur place. Les estimations, elles sont astronomiques. Ce n'est pas seulement suffisant pour sauver l'entreprise, c'est suffisant pour redéfinir toute notre industrie. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Mais c'est ta terre, ta découverte, et nous avons besoin de tes conseils, de ta sagesse. Je regardais Sophie, son visage marqué par l'épuisement, mais aussi par une fragile espérance. « Monique, » murmura-t-elle, la voix rauque, « nous avions tort. Surtout, nous étions si aveugles. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. Pas seulement pour la mine, mais pour nous, pour la famille. » J'étudiais leur visage, y voyant non seulement les traces persistantes de leur ambition, mais aussi une humilité authentique, durement acquise. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, pas entièrement. Il s'agissait de réaliser l'ampleur de leur folie, la valeur de ce qu'ils avaient failli jeter. Le pardon, affirmai-je lentement, se gagne. Il ne se donne pas à la légère. Mais la confiance peut être reconstruite sur de nouvelles bases. Je passais mon regard de Nicolas à Sophie, mes yeux retenant les leurs. J'ai des conditions. Ce minéral n'est pas juste une marchandise à exploiter pour le profit. C'est un héritage. Mon héritage. Et il sera utilisé non seulement pour sauver votre entreprise, mais pour construire quelque chose de durable. Quelque chose avec intégrité. Leurs hochements de tête immédiats et fervents furent toute la confirmation dont j'avais besoin. Nous avons défini les termes. Une part équitable pour moi, non seulement financièrement,
mais aussi en termes de pouvoir décisionnel. Une portion significative des profits irait à l'établissement d'une fondation pour les soins aux personnes âgées, afin qu'aucune autre personne ne soit rejetée comme je l'avais été. Et le plus important, je retournerai chez moi, à mes roses, à ma propre vie, avec leur soutien sincère, et non leur tolérance à contre-cœur. Ce n'était pas une trêve. C'était un nouveau commencement. Lentement, méticuleusement, nous avons commencé à reconstruire. L'entreprise, jadis au bord du gouffre, a retrouvé une nouvelle vie, s'envolant vers des sommets sans précédent, grâce à l'exploitation de ce minéral rare. Nicolas, jadis distant et calculateur, a sollicité mes conseils, non seulement pour les affaires, mais aussi pour la vie. Il passait même des week-ends avec moi, m'aidant à entretenir le rosier, me posant des questions sur les récits de grand-père, écoutant réellement. Sophie, adoucie par l'épreuve, est devenue une véritable alliée, appelant non plus par obligation, mais par affection sincère, discutant de sa journée, partageant de petites joies. Elle m'a même aidée à aménager un ancien bureau d'écriture dans ma véranda, un clin d'œil discret à ma vie intellectuelle retrouvée. Ma vieille maison, jadis remplie du silence de l'abandon, résonnait désormais d'une activité déterminée et parfois du rire authentique de la famille. La boîte antique, toujours sur ma commode, n'était plus un symbole de pouvoir caché, mais un doux rappel des leçons apprises. Il ne s'agissait pas de l'or, ni du minéral, ni même du pouvoir. Il s'agissait de voir clairement, de voir la valeur chez les autres et de reconnaître la sienne propre. Je n'étais pas seulement la bénéficiaire de leur succès, j'étais l'architecte de leur rédemption. Nous avions sauvé plus qu'une entreprise, nous avions sauvé une famille, leur enseignant que la vraie richesse ne se trouvait pas dans une mine, mais dans les liens incassables de la collaboration, du respect et de l'amour. Le poids de ces lys initiaux, lourd de leurs adieux tus, s'était envolé depuis longtemps, remplacé par l'épanouissement vibrant d'une nouvelle compréhension. Ce cheminement, de la trahison au retour triomphant, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir, pour réécrire son histoire et pour enseigner les leçons les plus profondes à ceux qu'on aime le plus. Que signifie la vraie richesse pour vous? Et comment avez-vous trouvé vos propres trésors cachés? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte pour nous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de transformation.